Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est le jeudi 25 juin 2026 et notre cher ami, notre frère Alex Kreiner est avec nous. Bienvenue à nouveau, Alex. Mel Stepbumatse Maistine, et Twin Blight avec vous. Alex, il fait beaucoup trop chaud là-bas. Il fait vraiment chaud. Je crois que je commence à croire au réchauffement climatique. Oui, alors imaginez un peu ce qui se passe en ce moment dans le détroit d'Ormuz. Ça doit être bien chaud. Oui, on a eu, Alex, le deuxième round de négociations entre l'Iran et les États-Unis. Les deux parties se sont rencontrées et ont discuté. L'un des principaux sujets, c'était la situation du Liban, entre Israël et le Liban. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'au même moment, pendant ce sommet ou ces négociations en Suisse, il se passait quelque chose de parallèle au Caire. Les ministres des Affaires étrangères de la Turquie, de l'Égypte, du Pakistan et de l'Arabie saoudite se sont réunis pour parler de ce qui se passe entre l'Iran, les États-Unis et dans toute la région. Et hier, Lavrov a déclaré que l'Eurasie, ce n'est pas une partie de l'Occident. Nous faisons partie de l'Eurasie. Et l'Eurasie doit se redécouvrir comme un centre des affaires mondiales. C'est pour ça que quand nous parlons de nous-mêmes, il ne s'agit pas de parler de l'Occident, mais bien de l'ensemble de l'Eurasie. Je considère que ce qui se passe dans le détroit d'Ormuz, en Asie de l'Ouest, fait partie de l'Eurasie et que c'est important pour le concept même d'Eurasie, pour la sécurité et pour tout ce que cela implique pour l'Iran, la Russie et la Chine. Mais justement, en ce qui concerne le détroit d'Ormuz et les négociations entre l'Iran et les États-Unis, quelle est, selon vous, la situation actuelle entre les deux? Alors mon impression, Nima, c'est que les États-Unis font comme d'habitude. Ils profitent de ces négociations pour se donner du temps afin d'être dans une meilleure position pour une future offensive renouvelée contre l'Iran. Parce que, fondamentalement, c'est la ligne politique qu'ils suivent depuis des décennies. Et je doute vraiment qu'ils y renoncent un jour. Je pense qu'ils ont simplement compris qu'ils ne peuvent pas l'emporter militairement. Et surtout, ils ne peuvent même pas rêver d'attaquer l'Iran en été, parce qu'on l'a bien vu, on ne change pas un régime depuis les airs. Il faut des forces au sol, il faut des troupes terrestres. Donc ils essayent frénétiquement d'organiser, disons, leurs alliés djihadistes, les Kurdes. Et à l'automne, la situation pourrait devenir favorable à une éventuelle invasion terrestre de l'Iran. En attendant, ils continuent de faire comme d'habitude. Vous savez, les termes qu'ils avaient acceptés, maintenant ils essayent d'y échapper. Par exemple, ils sont censés libérer immédiatement 12 milliards de dollars de fonds iraniens gelés, de l'argent qui appartient aux Iraniens. Et au lieu de simplement leur rendre cet argent, ils disent « Ah oui, bon, vous pouvez le dépenser aux États-Unis, mais seulement pour ce qu'on vous autorise à acheter. Nos graines de soja génétiquement modifiées, notre merveilleux maïs ou autre chose du genre. » Et ensuite, ils expliquent que ce sera formidable, que ça va enrichir les agriculteurs américains. Bien sûr que non, ça ne va pas rendre les agriculteurs américains riches. Ça va rendre les grands groupes agroalimentaires encore plus riches. Ces grandes entreprises agricoles que l'État américain subventionne et favorise. Donc, on continue sur la même lancée. Je pense que les Iraniens ont été très avisés d'inclure le Liban dans leurs négociations de paix, parce que si Israël viole le cessez-le-feu, cela donne à l'Iran un prétexte pour reprendre les hostilités. Et je crois qu'en ce moment, il n'est pas dans l'intérêt de l'Iran de figer le statu quo, parce que ce statu quo reste dangereux pour lui et met en péril la stabilité du gouvernement à long terme. Je pense donc que l'Iran veut probablement chasser complètement les puissances coloniales occidentales de la région.
Et je crois qu'ils veulent porter le coup de grâce à Israël. Il y a eu des messages subtils de la part de responsables iraniens adressés à l'axe de la résistance et au peuple palestinien, disant que le moment est venu de reprendre leurs terres, autrement dit, d'aller jusqu'au bout. Et on voit bien que l'autre camp est assez nerveux à ce sujet, parce qu'ils cherchent maintenant à vaincre et à désarmer le Hezbollah. Ils veulent isoler Ansar Allah au Yémen. Ils veulent provoquer une sorte de guerre civile en Irak pour s'assurer de pouvoir vaincre les milices qui font partie de l'axe de la résistance. Donc, à mon avis, ce conflit est en train de se renforcer. Et je pense que quand la période de 60 jours de ces négociations arrivera à son terme, on assistera à une reprise des hostilités. Et selon moi, cette reprise des hostilités favorisera probablement beaucoup plus l'Iran que l'Israël et les États-Unis. Vous avez mentionné le cas du Liban et de Gaza. Récemment, vous voyez, moi sur ma chaîne, et d'autres amis aussi, on remarque la même chose. Les Israéliens semblent très actifs. Et voici ce qu'a rapporté notre ami Elijah Magnier. Il connaît très bien la région, il sait ce qui s'y passe. J'ai parlé avec lui 2 ou 3 fois jusqu'à présent, et voici ce qu'il a publié. Il a expliqué que le service de renseignement israélien sur les réseaux sociaux privilégie surtout l'unité Hasbara. Ça me rappelle cette unité Hasbara, aussi connue comme une unité de renseignement en source ouverte, ou OSINT, qui dépend de l'unité d'élite 8200 en Israël. Elle est très active sur les réseaux sociaux, posant des questions comme « Pourquoi l'Iran ne défend-il pas le Liban? Pourquoi l'Iran ne défend-il pas Gaza ?» Des comptes qui semblent venir d'Indonésie, d'Inde ou d'Amérique latine sont en réalité gérés depuis Israël. Beaucoup d'habitants du Liban, de Gaza et du Moyen-Orient, c'est ce qu'il veut dire par monsieur, tombent dans ce récit et répètent naïvement la même question. Ils ne travaillent pas tous pour l'unité 8200. Tu vois, on dirait qu'ils sont, très actifs. Je les vois à chaque fois que je viens à Los Angeles. Je les vois arriver dans les sections de commentaires et poser cette question. Peut-être que certains d'entre eux, parmi les plus actifs, tombent dans le piège que ces Israéliens tendent. La question c'est, pourquoi l'Iran ne défend pas Gaza? Pourquoi l'Iran ne défend pas le Liban? Qu'est-ce qu'il pourrait faire de plus? Et puis, l'axe de la résistance, c'est pas seulement l'Iran. Ils sont tous ensemble. Tu vois un signe, toi? Une fissure dans cet axe de la résistance? Moi, je parle du Yémen, de l'Irak, de l'Iran et du Liban. Et franchement, je vois tout se consolider de leur côté, pas s'affaiblir. Oui, je suis d'accord avec toi, Nima. Tout se consolide de ce côté-là, mais tout se désagrège du côté israélo-américain, parce qu'on assiste maintenant à de vives querelles entre les sionistes et l'administration de Donald Trump. Parce que tu vois, il y a eu ce sommet du JNS. Je ne suis pas sûr de l'endroit, peut-être au Royaume-Uni ou aux États-Unis, où s'est tenu le festival de la pensée sioniste. Eh bien, ils sont complètement hystériques. Ils sont enragés. Ils disent que les États-Unis doivent immédiatement arrêter les négociations et passer à l'action, qu'il faut bombarder, qu'il faut prendre le contrôle du détroit d'Ormuz, qu'il faut envoyer des troupes au sol. Et puis, vous savez, certaines voix en Israël disent que si vous ne vous battez pas pour nous, alors vous êtes aussi nos ennemis. D'un autre côté, l'administration Trump doit aussi tenir compte de la hiérarchie militaire. Et je pense que dans cette hiérarchie, il y a beaucoup de désaccords. Il y a pas mal de commandants et de soldats qui ne sont pas ravis d'être envoyés se battre pour Israël, ni de risquer leur vie là-bas dans les conditions actuelles, qui sont vraiment difficiles. Ils ont perdu une partie de leur puissance, beaucoup de leurs bases aériennes. Je ne sais pas exactement à quel point elles ont été endommagées, mais certaines sont devenues totalement inutilisables.
Et pendant ce temps, l'Iran se prépare aussi. And meanwhile, Iran is also preparing. And so, I think that Et donc je pense que, oui, il faut aussi mentionner que le gouvernement israélien est en difficulté et que certaines personnes aux États-Unis, peut-être même Trump, estiment qu'il est temps de provoquer un changement de régime en Israël. Il y a donc des luttes politiques internes en Israël. Tsahal souffre énormément au Liban, les soldats sont épuisés, il y a beaucoup de résistance à la poursuite de la guerre. De nombreux soldats désertent. Certains ne se présentent plus au service et les pertes sont très lourdes. Alors je pense que du côté iranien, quand ils s'engagent sur quelque chose comme un cessez-le-feu de 60 jours, ils ont tendance à respecter leurs engagements, contrairement aux États-Unis et à Israël. honor their commitments, unlike US and Israel. And Et à moins que les discussions ne s'effondrent complètement, je pense qu'ils vont probablement maintenir cet engagement. Mais en même temps, ils se préparent presque à coup sûr à la prochaine phase de la guerre. Comme ils l'ont dit, vous savez, nous négocions le doigt sur la gâchette. Et quand les pourparlers seront terminés, quand les négociations prendront fin, et je dois supposer qu'ils n'aboutiront pas à un accord de paix réussi, les hostilités reprendront. Et alors l'Iran continuera très probablement à attaquer Israël. En attendant, je m'attends à ce qu'ils apportent certains types de soutien de manière clandestine par tous les moyens possibles, sans s'engager ouvertement dans des hostilités contre Israël. We had two mediators in the talks in Switzerland. Alex, one of them was Pakistan, the other Qatar. Two countries, important ones. And what has happened? The Pakistani intelligence, when Asim Munir, the field marshal of Pakistan, was there in Switzerland, their assessment, the intelligence of Pakistan, their assessment was that Israel wanted to assassinate him while he was in Switzerland. So, from their side, we don't know if that's right. Le Mossad préparait un assassinat. Du coup, ils ont envoyé un message au Mossad, au gouvernement israélien. Si quelque chose arrive, il va se passer quelque chose de très grave pour votre pays. If something happens, you're going to be something big happening to your country. And then the other strange thing that has happened. Et puis, l'autre chose étrange qui s'est produite pendant les discussions, c'est cette énorme explosion au Qatar. L'une des installations pétrolières a été touchée. Un bombardement massif sur certaines infrastructures là-bas. Ensuite, le gouvernement qatari est sorti en disant que c'était un problème technique à l'intérieur du site. Juste un problème technique. Mais selon les services de renseignement iraniens, c'était Israël. Israël aurait fait quelque chose au Qatar. Quelque chose d'énorme. Quand on regarde l'explosion, ça n'a rien d'un simple incident technique. Vraiment pas. Donc tout ça, selon l'évaluation des Pakistanais et des Qataris, cette explosion au Qatar montre qu'Israël essaie de tout faire pour faire échouer les discussions, quelles qu'elles soient, les négociations, tout ce qui se passe entre les deux parties. Whatever is happening between the two sides. But the main goal is that on the same. Mais l'objectif principal, c'est qu'en même temps, ils essaient de tout faire aux États-Unis et en dehors pour créer de nouveaux obstacles. Et vous, est-ce que vous voyez avec le temps toute la région se retourner d'une certaine manière contre Israël? Parce qu'en ce moment, tout le monde semble arriver à une sorte de constat. Israël n'est pas favorable à aucun type d'accord. Avant cette guerre, les pays du Golfe, les pays du CCG, pensaient que l'Iran était l'ennemi et qu'Israël ne l'était pas vraiment. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment voyez-vous cette évolution dans la région? Eh bien, on voit déjà des initiatives pour constituer une sorte d'OTAN d'Asie de l'Ouest, entre la Turquie, l'Égypte, l'Arabie saoudite, l'Iran, l'Irak et le Pakistan. Je crois que j'ai peut-être oublié le Qatar aussi. L'idée, c'est de créer une nouvelle architecture de sécurité dans la région sous la direction du Pakistan. Et je pense que la raison, c'est qu'ils considèrent qu'Israël est complètement incontrôlable,
qu'il n'acceptera aucun accord de paix, d'aucune sorte. Israël, en pratique, ne peut presque pas exister nulle part. Les nations arabes ont déjà proposé à plusieurs reprises un accord de paix très généreux à Israël, qui répondait pratiquement à toutes ses exigences de sécurité et de reconnaissance. All of their security requirements, recognition, not a Palestinian state, but maybe Pas un État palestinien, mais peut-être un accord reconnaissant qu'à un moment donné dans le futur, il y aura un État palestinien et que nous garantirons votre sécurité et tout le reste. Israël a tout rejeté. Et maintenant, après avoir mené la guerre sur 6 fronts, on entend de plus en plus d'appels à la guerre contre la Turquie. Du coup, tout le monde dans la région voit bien qu'Israël représente une menace incurable pour leur sécurité. Qu'avec Israël, la guerre permanente dans la région est quasiment assurée. Ils voient aussi que les États-Unis ne sont pas un médiateur honnête et qu'ils ne sont ni disposés ni capables de leur offrir la protection qu'ils pensaient avoir. Parce que, quand la guerre a éclaté, les Américains ont retiré des systèmes de défense aérienne essentiels des pays arabes pour défendre Israël. From Arab nations to defend Israel. And so I think that the awareness of this situation has now set in, and all the nations now want to, as a matter of their survival, it's practically an existential matter to them, want to create a new security architecture, and they don't want Israel there anymore, and they don't count on the United States as either a provider of defense or as an honest broker in anything at all. Ils ont le plein soutien de la Chine et de la Russie, qui, elles aussi, pour des raisons existentielles, souhaitent une nouvelle architecture de sécurité dans la région. Et je pense que c'est pour ça que les Israéliens sont aussi hystériques et paniqués. Ils sont maintenant prêts à faire la guerre à tout le monde. Ils lancent des menaces contre les États-Unis. Ils disent, vous verrez, Israël n'a pas encore utilisé toutes ses armes. Il en a de bien plus puissantes. Et si vous ne nous défendez pas, alors vous êtes l'ennemi, et vous apprendrez la leçon à vos dépens. Ils menacent même de monter une attaque sous faux drapeau aux États-Unis, en disant, eh bien apparemment, ils n'ont pas retenu la leçon du 11 septembre, alors peut-être qu'ils doivent la réapprendre. Ce qui revient, en gros, à une menace voilée d'organiser une nouvelle attaque sous faux drapeau sur le sol américain. Mais je pense que le mal est déjà fait. Le cheval est sorti de l'écurie. Et maintenant, je crois que tout le monde déteste Israël. Ils savent que si quelque chose se produit, si une attaque sous faux drapeau a vraiment lieu, je ne pense pas que les gens vont croire que c'est un groupe d'Arabes avec des cutters, ou peu importe, sur qui ils essaieront de rejeter la faute, probablement l'Iran. Je pense que beaucoup verront Israël comme le suspect numéro 1. En fait, ils se sont complètement enfermés dans une impasse. Et à part entraîner de nouveau les États-Unis dans une guerre totale, sans aucune limite, sur terre, dans les airs, avec toutes les munitions possibles, Palantir parle même de rétablir la conscription pour que tous les jeunes Américains, hommes et femmes, aillent se battre et mourir pour Israël. Sans ça, ils sont perdus. Ils sont en train littéralement de couler. Et je ne vois pas comment Israël peut s'en sortir. Leur problème avec la Turquie, avant la chute de Bachar el-Assad en Syrie, c'est que la situation entre Israël et la Turquie n'était pas si critique. Mais depuis la chute de Bachar el-Assad, on voit une sorte de confrontation entre Israël et la Turquie. Si on revient un peu en arrière, regardez toutes les déclarations des responsables israéliens. Regardez à quel point ces déclarations ont changé de façon radicale depuis la chute de Bachar el-Assad. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le vrai problème, c'est l'occupation de la Syrie. Et ils considèrent la Turquie comme une partie prenante en Syrie, opposée à l'agenda israélien dans la région. C'est pour ça que tout ce débat existe, parce que beaucoup de gens disent, à juste titre, que la Turquie parle fort,
mais qu'en pratique, elle ne fait rien de concret, notamment en ce qui concerne l'envoi du pétrole azerbaïdjanais vers Israël. Mais quand il s'agit de la Syrie, c'est extrêmement sérieux pour la Turquie. À mon avis, la Turquie ne va pas reculer sur la question syrienne. Et Israël le sait très bien. C'est pour ça qu'ils disent que la prochaine cible, ce sera la Turquie, et qu'ils vont aller se battre en Turquie. Et on a eu Jonathan Pollard qui a déclaré que le prochain affrontement, la prochaine phase, serait contre la Turquie. Et ça, c'est selon moi, une recette pour le désastre pour les États-Unis. En ce moment, ils ont deux sections, la 224 et la 662. Ils veulent fusionner l'armée américaine avec l'armée israélienne et le renseignement américain avec le renseignement israélien. Et Israël ne fait pas partie des Five Eyes. Mais en réalité, ils sont plus proches des États-Unis que certains pays qui en font partie. Sans avoir ces deux volets, ils sont par exemple plus proches de Washington que la Nouvelle-Zélande ou l'Australie, qui elles font partie des Five Eyes. Mais ils en veulent plus. Ils veulent officialiser cette relation aux États-Unis. Je ne sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé à New York. 3 candidats soutenus, financés et appuyés par l'AIPAC, ont été largement battus aux primaires. Et qui étaient-ils? On avait d'un côté l'establishment du Parti démocrate et de l'autre, le nouveau mouvement au sein du Parti démocrate, celui du nouveau maire de New York, Mamdani. Et ils étaient contre l'AIPAC, pas seulement contre l'establishment du Parti démocrate, mais bien contre l'AIPAC. Et ils ont gagné haut la main. C'est ça, la réalité de ce qui se passe aux États-Unis. Pas seulement chez les démocrates, vous voyez, mais aussi chez les républicains. Donc ils doivent consolider quelque chose aux États-Unis, sur le plan militaire, sur le plan du renseignement, parce qu'en ce moment, ils ont peur. Ce n'était pas le cas avant. Aujourd'hui, ils voient le changement profond qui est en train de se produire dans la société américaine. Et ça, c'est un énorme problème pour les Israéliens. Je pense qu'ils en ont bien conscience. Oui, c'est ça. Mais vous savez, je ne vois pas tous ces candidats, comme Mamdani, comme une sorte de mouvement de libération, un mouvement qui va nous délivrer de toutes ces guerres sans fin. J'ai plutôt l'impression qu'il y a une guerre civile aux États-Unis entre deux clans, deux conspirations. L'une, c'est clairement la conspiration sioniste. Mais l'autre, ce n'est pas vraiment America First. Ce n'est pas vraiment le mouvement MAGA. C'est plutôt une conspiration communiste d'inspiration trotskiste. Ce sont des gens comme Hillary Clinton, Barack Obama, vous voyez tous ces gens-là, comme Susan Rice, James Comey et Mark Carney au Canada. James Comey and Mark Carney in Canada. Mais les deux, ces deux clans, leur objectif ultime, leur loyauté, c'est envers la City de Londres. Parce qu'à l'origine, aussi bien le mouvement trotskiste que le mouvement sioniste sont nés à Londres, au sein de l'Empire britannique. Et je pense qu'ils continuent dans une large mesure à contrôler ces groupes. Vous savez, par exemple, je trouve que c'était très révélateur quand toute cette affaire albanaise a éclaté il y a quelques semaines. On a découvert que l'histoire racontée par Jared Kushner et la princesse Ivanka sur la façon dont ils avaient repéré l'île de Sazan comme l'endroit où ils voulaient construire leur vie de rêve, c'était qu'ils étaient sur le bateau d'un ami. Ils s'y sont arrêtés pour se baigner pendant leurs vacances sur le bateau de cet ami. Et cet ami, qui était-ce? Eh bien, c'était Nathan Rothschild. Voilà. Donc un lien direct avec la City de Londres. Okay, so direct link to the City of London. I don't know if Trump is aware of this. Je ne sais pas si Trump est au courant de tout ça. J'ai du mal à imaginer qu'il ne le soit pas. Et puis il y a aussi Mark Carney, Barack Obama, Hillary Clinton, feu John McCain. Les gens que je classerais dans cette conspiration trotskiste. Eux aussi font sans arrêt l'aller-retour entre Washington et Londres. Au final, tout ça mène au même épicentre, celui de ces guerres sans fin. Le fait qu'un camp gagne une élection primaire, à mon avis,
ne devrait rassurer personne. Parce que vous voyez, la conspiration trotskiste est obsédée de manière presque maladive par l'Ukraine et la Russie. La conspiration sioniste, elle, est obsédée par Israël et l'Iran, par le Moyen-Orient. Mais au fond, c'est toujours ce même affrontement entre deux systèmes de gouvernance. Et ces deux conspirations représentent en réalité un seul et même système de gouvernance. C'est juste qu'ils ont des priorités différentes en matière de politique étrangère. Et je pense que ces deux systèmes sont tellement enracinés dans l'establishment américain que je ne vois pas comment on pourrait vraiment les purger pour permettre un véritable mouvement MAGA, un vrai retour aux traditions républicaines américaines. Mais à ce stade, j'imagine que ça pourrait passer par une guerre civile ou une révolution menée, disons, par un groupe de généraux du Pentagone qui prendrait le contrôle. Cela dit, ça pourrait commencer à bouger quand le prix de l'essence dépassera les $10 le gallon et que les gens ne pourront plus acheter de quoi nourrir leurs enfants. À ce moment-là, les choses pourraient exploser sous des formes bien plus laides. Mais d'ici là, on reste simplement pris entre deux marionnettes qui, au fond, servent le même maître. Oui, je pense qu'on en retrouve une partie dans un des récents articles de Fareed Zakaria sur CNN. En gros, il disait que la guerre au Moyen-Orient, en Asie de l'Ouest, était perdue. Revenons à l'Ukraine. D'accord. Les mêmes personnes d'ailleurs, Obama et tous ceux que vous venez de citer, sont beaucoup plus proches de ce type de raisonnement dont il parle. Donc si on n'est plus en mesure de poursuivre la guerre au Moyen-Orient à cause de la réalité sur le terrain, eh bien, on peut continuer la guerre en Ukraine. Et l'Ukraine, elle, est en train de tout changer. Ils ont tout changé. Ils gagnent sur tous les plans. Oh, ils sont pratiquement aux portes de Moscou maintenant. Oui, je pense que c'est vrai. Parce que cet état d'esprit, c'est la continuation de la guerre. Cette machine de guerre doit continuer encore et encore, sans jamais s'arrêter, au lieu de tout remettre en question. C'est ça le problème, je crois, pour les gens qui ont voté pour Donald Trump. Parce que Donald Trump les a en quelque sorte trompés. Il pensait qu'il n'y aurait pas de guerre avec son administration. Des gens comme Tucker Carlson, par exemple. Il a dit qu'il ne voterait plus jamais pour le Parti républicain, qu'il ne voterait plus pour personne. Pendant plus de 34 ans, il a voté pour les républicains. Mais maintenant, il ne votera ni pour les démocrates, ni pour les républicains, pour aucun des deux. Et ça, c'est un nouvel état d'esprit aux États-Unis. Ce n'est pas seulement dans le Parti républicain. Je dirais que, chez les démocrates, il y a des gens qui ne veulent rien de tout ça, aucune de ces guerres. On a Matto, notre ami de ce podcast, qui n'en veut pas non plus. Ces gens-là sont anti-guerre. Ils ne veulent pas de guerre. Ils ne voient rien de positif pour les États-Unis à long terme, ni même à court terme, parce qu'ils voient bien ce que fait la Chine. Imaginez un peu. La Chine n'est impliquée dans aucun conflit, aucune guerre. Elle se concentre entièrement sur son économie, sur la production. Et de quoi a-t-elle besoin? Cette énorme machine, ce moteur gigantesque, a besoin d'énergie. Et elle en a. Elle en a grâce à la Russie, grâce au Moyen-Orient. Les États-Unis, eux, voulaient dominer le détroit d'Ormuz. Imaginez un instant que les États-Unis, avec Israël, fassent quelque chose dans le détroit d'Ormuz. Ça aurait pu être une énorme perte pour la Chine. Et pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et la Chine le sait très bien. Ce sont des enjeux majeurs pour elle. L'énergie, c'est l'avenir. L'énergie, c'est la production. Et la Chine en est parfaitement consciente. Mais les États-Unis n'ont pas compris que l'avenir, ce n'est pas la guerre. Parce que quand on est une superpuissance, on est une superpuissance. Regardez simplement la puissance militaire des États-Unis face à l'Iran. L'Iran, eh bien, le budget de la défense de l'Arabie saoudite est 10 fois supérieur à celui de l'Iran. C'est dire à quel point ce pays est petit du point de vue militaire.
Et pourtant quoi? Vous ne pouvez pas les vaincre. C'est ça la nouvelle réalité. Yes, you're right, Nima. But the reason why Oui, tu as raison, Nima. Mais la raison pour laquelle le budget de la défense de l'Arabie saoudite est 10 fois supérieur à celui de l'Iran, c'est parce qu'ils achètent leurs armes aux États-Unis. Et ça, encore une fois, c'est un de ses effets. Bon, tu as beaucoup d'argent, il est déposé dans des banques américaines, et on va te dire comment tu peux le dépenser. Alors ils disent, eh bien, on va vous offrir une protection, mais vous devez acheter toutes ces armes chez nous. Et ce sont les meilleures armes du monde, les plus puissantes, les plus sophistiquées, les plus incroyables, jamais conçues dans toute l'histoire de l'univers. Mais elles sont un peu chères. Et donc, quand on ne te laisse pas utiliser ton argent comme tu le voudrais, tu te dis, bon, on a besoin de sécurité, on a besoin de protection. Okay, well, we need security, we need protection. I guess that's what we're going to be doing. And then Je suppose que c'est ce qu'on va faire. Et puis vous savez, c'est un peu comme ces histoires où on achète des boulons et des roulements à 1000 $ pièce, des trucs comme ça. Évidemment, ça n'a pas beaucoup de sens. C'est un peu comme ces culturistes, vous voyez, qui prennent des protéines, qui se musclent, mais au fond, c'est surtout du gonflé. Ils ont l'air très forts, mais en réalité, ils ne le sont pas tant que ça. Et pendant ce temps, l'Iran développe sa propre technologie militaire avec un budget minuscule. Ils forment des dizaines, voire des centaines de milliers d'ingénieurs. Et tous ces gens travaillent pour la défense de leur pays, pour un objectif existentiel. They don't need multi-million-dollar bonuses. They don't need massive salaries. The state doesn't need to sell the most expensive weapon systems like Ferrari and Lamborghini weapons to the Iranian military. They work for their own defense. So they have tried to do the best with what they have. Same with Russia. And so the difference is enormous. And I think qui a reçu pratiquement un approvisionnement illimité de toutes les technologies occidentales les plus avancées. Et pourtant, elle est toujours en train de perdre la guerre. Et vous savez, tout ce discours sur l'Ukraine qui soudain renverserait la situation et gagnerait la guerre, eh bien, ce ne sont que des fantasmes. Well, that's just fantasies. Oui, l'autre jour, je regardais le professeur Ted Postol. Il disait que le taux d'interception du système Patriot est inférieur à 5%, quelque chose comme ça. Et pourtant, les États-Unis continuent d'en produire et d'en vendre à d'autres pays. Moins de 5%. Moins de 5%. Moins de 5%. Il disait que c'était presque nul. C'était aussi l'évaluation du côté israélien. Vous savez, le problème, c'est que tout ça coûte une fortune. Ils produisent la version PAX 3 du système Patriot. Le système THAAD, lui, s'est montré incapable d'assurer la défense. Et c'est pour ça que l'Iran a détruit beaucoup de ces systèmes THAAD, au moins 4, pendant la guerre. En fait, ils fabriquent des armes énormes, extrêmement chères. Elles ne sont pas si efficaces pour défendre, mais quand il s'agit d'en acheter, l'Arabie saoudite, comme vous l'avez mentionné, ces armes magnifiques, elles sont gigantesques. Mais quelle est la conséquence de tout ça pour l'Arabie saoudite? C'est bien là le problème, à mon avis, la poursuite des guerres. Est-ce que vous pensez qu'un jour, les États-Unis vont comprendre que la guerre ou le complexe militaro-industriel n'est plus la solution pour l'avenir du pays? Ou bien vous ne voyez pas ça arriver de sitôt? Parce qu'en réalité, le moteur principal, la vraie motivation derrière toutes ces guerres, si on part du principe que les États-Unis fournissent toutes ces armes à l'Ukraine, à Israël et à d'autres régions, c'est bien le complexe militaro-industriel, comme le répète souvent notre ami Ray McGovern, le complexe militaro-industriel. Alors est-ce que ça va changer aux États-Unis, cette réalité des nouvelles guerres? Ou bien vont-ils trouver un moyen de continuer avec ce même état d'esprit, celui des guerres sans fin?
the endless wars. Nima, I wouldn't be optimistic because Nima, je ne serais pas optimiste, parce que le système est vraiment, vraiment profondément enraciné. Tout le fonctionnement, en fait, c'est une vaste opération de pillage à grande échelle du contribuable américain. On a vu plein d'exemples de ce genre. Tu sais, des cuvettes de toilette à 30 000 $ ou un petit sac de bagues pour avion à 80 000 $. Ce sont juste de petits morceaux de métal que tu peux tenir dans la main. Rien de high-tech, rien de spécial. 80 000 $. J'ai ri quand tu as parlé de 5% d'efficacité, parce que je ne savais pas que c'était aussi bas. Je pensais que c'était plus, peut-être 50% ou quelque chose comme ça. Mais ce qui m'a fait rire, c'est que ça m'a un peu rappelé la pandémie de COVID. Tu sais, au début, c'était censé être efficace à 100%, puis à 95, puis à 420, et ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'on se rende compte que finalement, ce n'était probablement pas très efficace du tout. It turned out that they're probably not very effective at all. And so this is the whole system. Tout le système est donc conçu pour produire des solutions extrêmement coûteuses à des problèmes, puis pour essayer d'éliminer la concurrence. Vous voyez, même avec leur intelligence artificielle. Il y a quelques mois, je crois que c'était avant que Trump ne devienne président, Marc Andreessen a donné une interview à Joe Rogan et il parlait d'intelligence artificielle. Marc Andreessen, qui fait partie de cet establishment de la haute technologie, de la big tech de la Silicon Valley, le fondateur de la société de capital risque la plus puissante des États-Unis, voulait lancer sa propre entreprise d'IA. Et on lui a dit non, ne fais pas ça. L'intelligence artificielle sera dominée par 2 ou 3 acteurs clés que nous contrôlons. Et donc, ils ont fini par investir, je ne sais pas combien exactement, mais on parle littéralement de centaines de milliards de dollars, peut-être même plus d'1 billion, dans cette intelligence artificielle. Et pendant ce temps, en Chine, tout le système est en open source, ouvert à la concurrence. Du coup, il y a des dizaines et des dizaines de jeunes pousses spécialisées dans l'IA. Et l'une d'entre elles, par exemple, enfin je ne suis pas un expert du secteur, mais je sais qu'il y en a une qui s'appelle DeepSeek, qui a développé sa solution pour 10 millions de dollars. Ils ont dépensé 10 millions pour la concevoir. Et aujourd'hui, le résultat, c'est que 80%, oui, 80% des startups de la Silicon Valley aux États-Unis ont choisi des plateformes d'IA chinoises. Partout, c'est la même chose. Quelle que soit la pierre qu'on soulève, on découvre le même marécage de pourriture, de corruption, où chaque technologie, chaque secteur industriel est utilisé comme une source de pillage par les gens du sommet de l'establishment. Le résultat, c'est qu'ils perdent du terrain dans l'industrie, ils perdent dans les hautes technologies, et c'est un fait vérifiable. Ils reculent aussi dans les industries militaires, dans la défense, et plus ça continue, plus la situation se dégrade. Mais ceux qui dirigent le système n'ont aucun intérêt à céder le contrôle à une poignée de jeunes entreprises anonymes, à des ingénieurs ou des techniciens ordinaires. Alors, ils essaieront d'utiliser la force pour éliminer la concurrence. Ils vont essayer de détruire la Chine, de la sanctionner. Enfin, ils essaient déjà. Ils tentent d'interdire l'accès aux puces, d'interdire tout ce qu'ils pensent pouvoir ralentir les progrès de la Chine. Mais à ce stade, ça ne marche pas. Et je pense que si on regarde la trajectoire des empires en fin de cycle dans l'histoire, on voit qu'ils ne peuvent pas arrêter leur propre effondrement, parce que les intérêts en place refusent de lâcher prise. Alors ils s'accrochent, ils serrent le système de plus en plus fort, mais le système se désagrège sous leurs yeux. L'Empire romain, lui non plus, n'a jamais inversé son déclin pour cette raison précise. Il est passé de son apogée presque en ligne droite jusqu'au Moyen Âge.
Je me souviens, Alex, avant que la guerre n'éclate au Moyen-Orient, tu avais dit que si les États-Unis s'y engageaient, ce serait le cimetière de leur empire. Et aujourd'hui, il se passe quelque chose de profond en Asie de l'Ouest. C'est pour ça qu'on parle d'une nouvelle architecture de sécurité. On parle de la nécessité d'être indépendant des puissances extérieures, en gros des États-Unis. Et il y a deux façons d'aborder la question du Moyen-Orient. La première, c'est d'accepter cette nouvelle réalité et d'essayer d'en faire partie, d'essayer de limiter les dégâts dans ce qui se passe là-bas. Il suffit de regarder la Chine, de voir ce que fait la Chine. Just look at China, what China is doing. What China was doing in Ukraine. Ce que fait la Chine en Ukraine, en gros, elle reste à l'extérieur. Elle soutient le camp qu'elle préfère, mais elle ne cherche pas à manipuler la région. Elle laisse la région se redéfinir par ses propres acteurs, pas par des forces extérieures. Elle ne cherche pas à imposer sa force, ni à remodeler la région. Les États-Unis doivent comprendre que cette époque, celle où ils pouvaient redessiner et dominer la région, est révolue. Alors, il y a deux options. Est-ce qu'ils vont reculer? Est-ce qu'ils vont au contraire devenir plus agressifs ou redoubler d'efforts? Quelle est selon vous la position des États-Unis à ce stade? Je pense qu'ils vont redoubler d'efforts, qu'ils ne vont pas abandonner. Ils pourraient changer de cap, modifier leur stratégie. Ils pourraient essayer, encore une fois, d'infiltrer l'Iran avec, vous savez, des groupes séparatistes, des organisations terroristes. Ils pourraient aussi le saturer à nouveau avec des agents du MI6, de la CIA ou du Mossad. Ils pourraient tenter d'inonder l'Iran de stupéfiants. Vous savez, la stratégie de la guerre de l'opium, une méthode bien connue pour détruire un pays de l'intérieur, mais ils ne renonceront pas. Et plus la résistance se rassemble, devient compacte, cohérente, plus cette cabale sioniste, elle, est en état de panique. Et je pense qu'en réalité, on assiste à leur agonie. Et dans cette agonie, l'animal devient extrêmement dangereux. Je crois qu'au lieu de reculer et de rentrer chez eux, de redevenir un pays neutre, de s'occuper de leurs propres affaires, de construire leurs infrastructures et de développer leur économie, ils vont continuer à essayer de réaffirmer leur hégémonie partout où ils le peuvent. En ce moment, la cible facile, c'est l'Amérique du Sud. Ils s'y infiltrent sans arrêt, cherchant à prendre le contrôle de tous les pays de la région, et ils y parviennent en partie. Mais vous savez, l'Amérique du Sud ne fait pas partie du continent eurasiatique, qui reste le véritable enjeu pour l'Empire. Je suppose qu'ils vont surtout se concentrer sur le Brésil, parce que le Brésil, c'est le gros morceau en Amérique latine. Et ils doivent faire quelque chose à ce sujet. Je ne sais pas quelle sera la stratégie de l'administration Trump. Ils ont 2 ans et demi devant eux. Et en gros, ce qui se passe aux États-Unis, c'est que la politique intérieure est devenue essentielle pour beaucoup d'entre nous. On sait bien, comme Poutine l'a déjà dit, que tout dépend de ce qui se passe à l'intérieur des États-Unis. Ce qui en sort dépend de ce qui s'y passe. Et on voit bien qu'en interne, l'administration Trump se rapproche des élections de mi-mandat. Juste après, en décembre de cette année, on aura ces élections de mi-mandat. Et l'année suivante, on entrera dans la campagne présidentielle de 2025, ce qui est l'une des principales préoccupations du vice-président des États-Unis, J.D. Vance. Il parle énormément en ce moment, on le voit partout. Il va dans tous ses podcasts, pas seulement aux États-Unis, mais aussi dans des podcasts britanniques, américains, où il explique à quel point, selon lui, l'administration Trump a géré la guerre de manière exemplaire jusqu'ici. Et cet homme veut devenir le prochain président des États-Unis. Mais une partie de tout ça, à mon avis, avec le protocole d'accord, si on regarde les clauses du document, c'est un énorme piège pour ceux qui veulent poursuivre la guerre, toujours selon moi.
parce que la première clause dit que, sans un retrait total d'Israël du Liban, il n'y aura aucun accord de paix entre les deux parties. Donc, on a deux agendas qui se croisent. D'un côté, la bataille politique aux États-Unis, l'administration Trump, l'avenir de J.D. Vance et de ceux qui veulent être les prochains dirigeants. De l'autre, l'agenda israélien. Alors, selon vous, lequel des deux est le plus puissant en ce moment? Which one do you think is more powerful right now? I think the Israeli agenda is more powerful because it's Je pense que l'agenda israélien est plus puissant parce qu'il ne s'agit pas seulement d'Israël et des États-Unis, mais aussi des pays européens et du Royaume-Uni. On ne parle pas beaucoup du rôle britannique dans tout ça, mais les Britanniques jouent un rôle extrêmement important, même s'ils ont perfectionné l'art de le dissimuler. Du coup, ils sont presque invisibles. Mais de temps en temps, on a des fuites d'informations, des rapports, qui montrent qu'ils jouent en réalité un rôle très actif dans tout ça. Aux États-Unis, il y a, comme je l'ai déjà dit, deux cercles de décision. L'un, obsédé par l'Ukraine et la Russie, appelons-les les trotskistes, et l'autre, une conspiration sioniste qui a perdu de façon spectaculaire le soutien de la population. which have dramatically lost support among the people. And then you also have the Et puis, il y a peut-être aussi le vrai courant MAGA. Vous savez, ces gens qui veulent vraiment rendre les États-Unis à nouveau grands, pas en cherchant à dominer le monde, mais en revenant aux traditions républicaines du pays, à une Amérique indépendante, souveraine, qui ne se mêle pas des guerres, des alliances ou des affaires étrangères. Donc, à l'intérieur même des États-Unis, les forces politiques tirent dans trois directions différentes. À mon avis, ça les affaiblit. Mais Israël, lui, mène un combat pour sa survie. Le projet sioniste, c'est-à-dire Israël et ses soutiens occidentaux, au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Europe, en Inde, est prêt à tout pour protéger Israël et éviter son effondrement. Je pense qu'ils sont plus déterminés et plus puissants dans ce sens-là, au point d'être prêts à organiser de grandes opérations sous faux drapeaux en Occident pour rallier le soutien à Israël. Mais au final, je crois qu'ils sont tous en train de perdre. Tous. I think that they're all losing. They're all losing. And they're on it's like a losing trajectory that I don't even C'est comme une trajectoire perdante. how they could Et honnêtement, je ne vois pas comment ils pourraient la renverser. À mon avis, la seule façon d'y arriver, ce serait de réussir à reprendre complètement le contrôle du récit, d'imposer une sorte de régime de censure très autoritaire, en gros de basculer vers un système totalitaire. Et ensuite, ce régime totalitaire mettrait tout son poids derrière Israël, en mobilisant toutes les ressources de l'Europe de l'Ouest, du Royaume-Uni, des États-Unis, du Canada, de l'Australie, de l'Inde, enfin de tous les pays de ce camp-là, pour soutenir Israël. Je pense que ce serait très difficile à réaliser. I think it's going to be very difficult to make that happen. Alex, during the war between Iran and the United States, Alex, pendant la guerre entre l'Iran et les États-Unis, je pensais vraiment que les Européens aidaient les États-Unis et Israël, au moins sur le plan du renseignement et de la défense. Mais hier, on a appris officiellement par le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, qu'il y avait eu, je cite, entre 4 et 5 000 vols militaires effectués depuis différentes bases européennes pour soutenir l'opération contre l'Iran. C'est énorme, tu vois, cette déclaration. Non seulement parce qu'on en parlait sans certitude, mais là, c'est quand même le patron de l'OTAN, le secrétaire général lui-même. Et quand il dit ça, ça paraît très proche de la réalité. Il a aussi précisé que 500 de ces vols venaient d'Italie. L'Italie, qui jusque-là affirmait ne pas participer, ne rien faire. Et puis, après l'interview que Mark Rutte a donnée sur Fox, ils sont sortis en disant « L'Italie a dit non, ces chiffres ne sont pas corrects ». Mais c'est bien là la complicité de l'Europe dans ce qui se passait au Moyen-Orient. Vous savez, ils faisaient partie des opérations.
C'est pour ça qu'ils savaient à quel point le problème était grave pour les États-Unis. C'est aussi pour ça qu'ils n'ont pas... Vous vous souvenez, à l'époque où Donald Trump suppliait les Européens de venir ouvrir le détroit d'Ormuz pour nous. Et vous voyez, c'est incroyable ce qui s'est passé. Et pour ceux qui en Iran se faisaient des illusions, à mon avis, parce qu'on a ce genre de libéraux qui pensent qu'il faut se rapprocher de l'Occident, faire ci, faire ça, que les Européens sont différents, qui n'ont pas été offensifs. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? What do you make of what has happened? No, basically, European nations are vassals of the United States. Non, en gros, les nations européennes sont des vassals des États-Unis. Et si les États-Unis leur disent de se mettre sur la tête, eh bien elles vont toutes se mettre sur la tête. Je vais vous donner un exemple. En 2013, vous vous souvenez, il y avait une chasse à l'homme pour Edward Snowden. Et pendant cette traque, à un moment, ils ont eu un renseignement disant que Snowden voyageait à bord du jet privé du président Evo Morales, le président de la Bolivie, qui rentrait de Russie vers la Bolivie. Normalement, vous savez, il bénéficie de l'immunité diplomatique. C'est le président d'un pays. Selon les traités du ciel ouvert, son vol ne peut pas être intercepté. Ils n'ont pas le droit de l'en empêcher. C'est le droit international. Ils ne peuvent pas l'empêcher de rentrer dans son pays. Quand les États-Unis ont dit « fermez l'espace aérien à Evo Morales parce qu'on veut fouiller son avion », l'Italie, l'Autriche, la France, la Belgique et je crois l'Espagne aussi, enfin tout un groupe de pays européens sur le trajet de son vol ont immédiatement obéi à la demande américaine. Ils ont fermé leur espace aérien à l'avion d'Evo Morales et ils l'ont forcé à atterrir à Vienne, où Evo Morales a été retenu pendant 14 heures pendant qu'on fouillait son appareil. Une violation complète et totale du droit international, des traités du ciel ouvert. Mais comme les États-Unis avaient dit « vous allez faire ça », ils ont obéi sans poser de questions. Il n'y a pas eu de « ah, mais c'est contraire au droit international ». Non, si c'est nous qui le disons, alors ce n'est pas du droit international. Ce sont les règles. No, it isn't if we tell you. It's not international law, it's the rules. We are the rules-based order. And if we tell you that the rules... Nous sommes l'ordre fondé sur des règles. Et si on vous dit que la règle, c'est d'entrer en guerre contre l'Iran, alors vous partez en guerre contre l'Iran. Et vous savez, peut-être qu'il n'est pas possible d'envoyer des troupes en Iran. Pas de mobilisation à grande échelle, parce que l'opinion publique ne le soutiendrait pas. Mais tout ce qui peut être fait en secret, eh bien, est fait en secret. Donc, on va utiliser vos installations, vos armes, vos aéroports, vos avions, vos pilotes, tout ce qu'ils peuvent cacher au public, n'est-ce pas? Tout ça sera mis en œuvre. Personne ne posera de questions. Personne ne s'y opposera. Sauf que, heureusement, on vit à une époque où ces choses-là sont découvertes très vite. Et ça, c'est vraiment important. Merci beaucoup, Alex, d'être avec nous aujourd'hui. Je sais qu'il fait beaucoup trop chaud chez toi. Il fait vraiment chaud. C'est étouffant. J'aimerais bien que tu m'envoies un peu d'air frais du Brésil. Oui, voilà. Tu sais, les saisons ne sont pas les mêmes. Ouais. Tu es mauvais côté du globe. Oui, nous faisons partie du Sud global. C'est ça. C'est exact. Merci beaucoup, Alex. Merci, Nima. À très bientôt et un salut très chaleureux de Monaco à vous tous. Thank you. Take care.